Warren. Et il y a la poutre d'hirondelle. À chaque fois, c'est le nom des inventeurs, qu'on appelle aussi la poutre échelle. Alors, la poutre Warren, c'est celle qui est faite avec des V. Et la poutre échelle, ou hirondelle, c'est celle qui est faite comme une échelle. Comme ça. C'est les trois poutres treillis qui existent aujourd'hui. Donc là, bon, ça, la plus classique, évidemment, c'est la poutre Pratt en N. Et donc, les barres, il faut donc les mettre dans le sens de leur traction, sauf si vous vouliez les faire travailler en compression, mais dans ce cas-là, vous allez mettre plus d'acier que nécessaire. Et donc, il suffit de regarder la déformation. Si votre poutre ici se déforme dans ce sens-là, eh bien, en fait, on a les rectangles ici à gauche qui ont tendance à fléchir, et donc la barre qui va être tordue, c'est celle-là. Si j'en avais une ici, elle serait comprimée, donc elle ne servira à rien. Donc les diagonales sont bien dans ce sens-là. Donc quand vous avez un nombre pair, ben, vous terminez face à face, et puis quand vous avez un nombre impair d'éléments, ben, vous avez une croix au centre. Compris ? Ça veut dire que si je fais travailler la poutre dans l'autre sens, elle travaille moins bien. Quand je vais l'installer sur un chantier, par exemple, celle-là, si je commence par la prendre par le milieu, elle ne va pas aimer. Donc ça, sur le chantier, puis en plus c'est mieux parce que c'est plus stable, je vais plutôt la prendre sur 2 points et la lever pour qu'elle fléchisse dans le bon sens. Bon, ça, il y a un petit dimensionnement rapide, le 12e de la portée, ça vous pouvez le marquer dans un coin. C'est ce que je donne aux architectes. Moi, je leur en donne pas plus. Si l'architecte, s'il sait déjà me faire le 12e de la portée, c'est déjà bien. Son projet, il marchera. Bon, voici quelques exemples. Vous avez ici une poutre Warren, hein, typiquement. Ici aussi. Là-bas, vous avez une poutre Pratt. Et là-haut, vous avez une Pratt également. Alors, il y a un point donc, qui est important sur les poutres métalliques, notamment les poutres treillis, c'est la notion du déversement des poutres. Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Non. Donc, je vais en parler. Vous avez écrit ça? Alors, quel est le problème en construction métallique sur les poutres? C'est vous avez vu qu'elle n'a pas beaucoup de matière au milieu. Il y a l'âme, ou alors ici, dans ce cas présent, il n'y a que des petites barres au milieu. Qu'est-ce qui se passe quand je mets une poutre en flexion? On a dit, elle se comprime au-dessus et elle se tend en bas. Prenons ma poutre métallique en une poutre normale. Et donc je la prends et puis je dis, allez, hop, ici, je vais te comprimer. Et dessous, je vais te mettre en traction. L'élément métallique qui est ici va se mettre en traction, mais il n'a pas envie de changer de dimension. Or, il va bien falloir qu'il y ait une augmentation de la longueur si elle est en traction. C'est la distance entre les deux poteaux va pas bouger, je la fais fléchir, au-dessus, donc on comprend bien que ça va vouloir se comprimer, ça va se passer quelque part, et puis celle qui va être tendue, elle va résister. Ici, on peut imaginons que ce soit presque du chewing-gum, je dirais, si je prends une barre, prenez une règle, un double décimètre. Si vous commencez à le pousser pour le mettre en compression, qu'est-ce qu'il fait? Il flambe. Voilà. Donc ça, ici, lui, il va avoir tendance à vouloir flamber. Bon, il est maintenu par le reste. Et quand je prends ma règle en plastique et que je tire dessus, il ne se passe rien. Mais si je veux vraiment lui tirer dessus, imaginons que je l'allonge et qu'en même temps je lui dise, mais non seulement je t'allonge, mais en plus je te mets en flexion. Hein, je te tire dessus et je te plie. Prenez, je suis sûr que j'ai déjà fait ça dans la main. Prenez une barre, je cherche une barre qui résiste, mais j'ai fait ça quand j'étais jeune, mais je ne sais plus sur quoi. Imaginez une barre, vous tirez dessus et vous voulez la cintrer. Qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Elle tourne, elle veut reprendre sa longueur initiale.
Donc ce qui se passe, et c'est toujours le cas, c'est que les éléments dans une structure qui sont tendus horizontalement sous l'effet d'une charge, ils ont tendance à partir sur le côté pour reprendre leur position initiale. En clair, puisque tu veux que je passe par en bas, ben non, moi je vais revenir à l'état initial. Je suis dans le plan vertical, donc je veux te faire fléchir, mais moi je veux pas, je repars sur le côté pour remonter à ma position. C'est ce qu'on appelle le déversement des solives. Donc sous l'effet de la charge, ici, les solives, elles ont tendance à partir. Donc si elles veulent partir, la seule chose qu'on peut faire, c'est de les en empêcher. Comment est-ce qu'on empêche? Soit par augmentation de la raideur de la partie centrale, soit en utilisant par exemple ce qu'on appelle des petits bracons qui vont venir entre une solive et la poutre, et puis on va mettre une triangulation, de telle manière à rigidifier l'âme pour qu'elle ne puisse pas partir à droite ou à gauche. Quand on fait des poutres comme ça, c'est encore pire, parce que là, en plus, on a le 12e de la portée, donc vous avez quelque chose qui est très haut et qui a tendance à partir. Donc quand vous voyez ce genre de choses, vous verrez très souvent des poutres dans l'autre sens. On les voit ici, là. Ces poutres-là, elles ne sont pas là pour porter, elles sont là pour empêcher la membrure inférieure de partir. On pourrait très bien la remplacer, j'ai fait ça un jour avec groupe 3 là, sur l'aéroport de Guelmim, c'est de se dire, en fait, ma poutre treillis, quand j'en ai deux, soit je mets une poutre en travers, soit je peux très bien dire, ce point-là, en fait, ce que je veux, c'est qu'il ne parte pas à droite et à gauche. Rien ne m'empêche de dire, je mets un câble de chaque côté et je reporte les efforts jusqu'au bout. De telle manière, il y a une barre en bas pour qu'elle soit toute pareille, mais j'empêche le point de se déplacer dans l'espace. Donc là encore, on repart dans la géométrie. Mais une fois qu'on sait que la poutre va chercher à partir, eh bien, il faut partir de ce point et en géométral dire ce point, qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher de partir? La seule chose, c'est la triangulation, là encore. Donc les barres toutes seules ne suffiraient pas, il faut bien évidemment avoir donc en fait le même principe de poutre dans l'autre sens, ou des systèmes que vous pouvez inventer tous les jours sur le sujet. Donc dans les poutres, il y a également les poutres sous-tendues. Alors ça, c'est quelque chose donc à utiliser, notamment quand vous avez des atriums où vous avez des portées qui sont importantes. Cette poutre-là, plutôt que d'avoir une poutre géante et donc qui serait très lourde au niveau du visuel, eh bien, on a intérêt dans ce cas-là à utiliser le principe des poutres sous-tendues. On en avait parlé l'autre fois. Hein. C'est de se dire... en fait, la poutre, je ne vais pas lui mettre d'inertie, mais je vais faire passer l'inertie par un système de funiculaire, par exemple, qui va me permettre de récupérer de l'inertie tout en étant très aérien et en mettant l'inertie là où j'en ai le plus besoin, c'est-à-dire la partie centrale, là où le moment de flexion est le plus important. Donc ici, on les a, alors on peut les dessiner comme on veut. Hein. Et il y a une chose aussi qui est intéressante, je dis ça parce que je le vois ici, c'est quand vous faites passer des efforts dans la matière, ce qui est important, c'est la section. Vous êtes d'accord avec moi? Quand j'ai une section, je sais pas moi, je dis j'ai une barre, je vais lui faire passer, je sais pas moi, une certaine charge dedans, et donc je suis obligé d'avoir un diamètre de 40 mm pour passer l'effort. Et 40 mm, c'est aussi égal à 2 fois 20 mm. C'est ce que vous avez ici. Donc ça permet d'avoir des choses qui sont aussi plus fines. C'est le même principe pour l'autobloquant avec des câbles. Ah non, ça c'est les trucs de Blocotella ou compagnie là. Non, là on utilise la forme qui est la voûte. Mais comme la voûte elle a tendance à pousser, on met un tirant pour l'empêcher de partir. Mais là je parle plutôt de ce tirant. Ce tirant en question, si on a besoin d'une certaine valeur de métal pour reprendre les efforts, donc pour encaisser la contrainte donnée sur l'élément, on peut aussi le faire par addition d'éléments. On peut utiliser 2 barres ou 3 barres ou 4 barres, puisque de toute façon on peut diminuer puisqu'on travaille en traction. On n'a plus de problème de flexion, on n'a rien. On a juste une quantité de matière à assurer. Oui. La différence entre un tirant actif et passif. On entendait ce terme sur un ouvrage de berlinois. On imitait des tirants, 2 couches de tirants, la première couche était active, la deuxième était passive. C'était pour tirer des HOA
au moment de la berlinoise. S'il est passif, il ne sert à rien. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Mais je pense qu'il est passif, mais il doit servir à quelque chose. Tu peux... Bah oui, à un moment donné, je comprends plus, moi. Puis ils sont tous pareils. Hein. Le besoin d'un petit croquis, ça vaut mieux qu'un long discours. Là, je fais même le nettoyage. Hop, pardon. Il y a du rouge, du bleu, du noir. Il y avait des bâtiments mitoyens. Des bâtiments mitoyens. Le projet des nouvelles constructions existantes ici, il fallait... T'es en plan, t'es en élévation, t'es en quoi? Oui, c'est en coupe. En élévation, d'accord, en coupe. Il fallait mettre des berlinoises ici pour soutenir les bâtiments existants. Ouais. Parce qu'ils sont... Il était... D'accord, oui, d'accord, il fallait soutenir. De glissement. Il fallait soutenir avec des berlinoises en HOA. Ouais. Alors on y administre des HOA en sol. Ouais. Avec des tirants, 2 couches de tirants, de 12 mètres. Ouais. C'est là on les a nommés passifs et ceux actifs. Ceux du dessus passif et ceux du dessous actif. Actifs. Alors attends, sur le... Ça c'est, tu me dis des tirants. Oui, des tirants. Là tu soutiens rien. Là c'est les HEA, ils sont... C'est des HEA Ouais, mais je vois pas à quoi ils servent là, les HEA là. C'est pour soutenir les bâtiments. Donc il y a des poutres qui viennent dessus. Non. C'est seulement ça, c'est le terrain naturel. Ah là il y a de la terre. Ouais. Ah donc oui, c'est un principe, tu fais comme un mur de soutènement, et donc en fait tu as des poussées qui sont dans ce sens-là, et ils appellent ça passif, et ça actif. Ouais. Ah, moi s'il y a une poussée ici, il y a plus de poussées en haut qu'en bas. T'es d'accord? T'es d'accord? Ouais. Mais je vois pas la différence entre les deux puisqu'ils sont utilisés de la même matière. Bah pour moi, oui, les deux. Les tirants d'ancrage. Bah, ceux-là, ils sont ancrés de toute façon. Là-bas au bout, il faut qu'ils soient ancrés. Il y avait de la coulée en béton ici pour. Voilà, donc ils sont ancrés. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une poussée horizontale du terrain qui est dans ce sens-là. Donc ici, la poussée, elle est minime, et ici, elle est grande. Ouais. Plus je suis haut, plus j'ai de poussée. Ouais. Donc pour moi, ce tirant ici, il travaille plus que celui-là. Mais question d'équilibre, on n'a pas d'ondulation au niveau du... Ah non, mais ça je suis d'accord, oui, on peut en mettre 3, 4 pour que ça gonfle pas ici. Donc celui-là, il reprend la charge, et celui-là, il reprend la flexion. Ah, et celui-là, tu l'as appelé comment? Actif? Actif. Lequel est actif? Celui-là, il est actif, celui-là est passif. Celui-là, il est actif et celui-là, il est passif. J'aurais appelé l'inverse, moi. Moi, j'aurais appelé celui-là plutôt actif et celui-là passif parce que il retient pas la charge, mais il retient le flambement. Il permet de diviser la longueur de flambement en deux. Donc, mais bon. En termes de matière, c'est la même chose. Bah, pour moi, ouais. Mais... Pour moi, ils ont pas la même fonction. Ici, en fait, ici, pour moi, c'est quoi? C'est une poutre sur 2 appuis. Un appui ici, un appui là. Et ça, c'est le tendeur qui empêche ou qui permet de faire un appui intermédiaire pour diviser la longueur de flambement en deux. L sur 2, L sur 2. Alors, mais j'avais jamais entendu parler de tirant actif et passif. Dans quel cas on utilise ce type? Mais là, c'était pour retenir le terrain. Donc tu fais un trou et donc tu as un glissement de terrain qui peut intervenir. Donc il faut te fermer. Donc tu mets des poteaux, mais les poteaux ils ont tendance à partir. Donc si tu peux pas assurer un encastrement ici, tu considères donc ici tu auras donc un moment de rotation. Donc tu es obligé de reprendre un autre appui au-dessus. Mais en fin de compte, on les a supprimés, on a utilisé depuis un bel. C'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce qui était actif et passif. Non, voilà, ça c'est un petit bâtiment qui est...